Il y a une logique imparable parce que à partir du moment où vous commencez à vous intéresser aux propriétés industrielles, donc aux nouveaux objets, disons, euh, que ces objets partent finalement dans la nature, un jour ou l'autre, vous êtes obligé de vous poser la question des risques, soit les risques anciens, soit les risques liés aux nouvelles technologies. Alors moi j'ai commencé par les risques liés aux nouvelles technologies puisque en même temps que je travaillais sur la propriété industrielle, je voyais bien, c'était particulièrement frappant avec les organismes génétiquement modifiés puisque les deux ont été construits en même temps, le droit du risque et droit de l'innovation. Donc, il y avait un lien très fort. Et à partir du moment où on s'intéresse au risque, on est obligé d'élargir des nouvelles technologies aux technologies plus anciennes dont on découvre progressivement les risques. Donc, bah, depuis déjà un certain temps, si on se place au moment des années 70, on commence à théoriser le fait que toutes les techniques mises en place disons dans le courant du 19e et au début du 20e siècle, on a commencé à voir les pesticides qui s'accumulent dans l'environnement. On commence à se rendre compte que quand on supprime un pesticide parce qu'on a compris qu'il était dangereux, eh bien, lui, il continue à vivre et à se transformer de molécules chimiques en molécules chimiques. Donc, par exemple, les conséquences du DDT qui est supprimé depuis très longtemps, mais dont les molécules continuent de vivre en quelque sorte leur vie, elles se transforment, elles s'agrègent, etc. Et donc les conséquences du DDT, on les a toujours aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'on rajoute un produit chimique, on rajoute un risque qu'on ne connaît pas encore et qu'on connaîtra progressivement. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui une accumulation des risques, qu'il s'agisse des risques liés aux produits chimiques, qu'il s'agisse évidemment du CO2 et du changement climatique. Et c'est tout notre système de production depuis 2 siècles et demi qui a progressivement constitué euh, des risques qu'on a compris, des catastrophes dans un certain nombre de cas, et maintenant on se trouve devant une sorte de mur, parce qu'il faudrait investir dans des domaines extrêmement différents les uns des autres, pour arriver à changer de modèle de société et de modèle de production. Donc on est passé de risques disjoints, si j'ose dire, à des risques globaux, conçus d'abord sur le modèle de la maîtrise qu'on pouvait acquérir progressivement, ça c'est les années 70. Euh, on a précisé ça dans les années 90 avec la conférence de Rio, donc changement climatique, diversité biologique, désertification, dont personne ne parle jamais d'ailleurs. Et puis maintenant, on se rend compte que malgré le dispositif, on n'arrive pas à le mettre en œuvre véritablement de manière efficace et que maintenant, on est devant des murs. Parce que je ne vois pas comment on va pouvoir investir en matière de changement climatique et de biodiversité, plus de contention du modèle chimique. Je ne vois pas comment on peut faire. Donc tout ça, ça s'est construit progressivement et moi je l'ai construit à partir des innovations et à partir des travaux que j'avais faits sur le corps humain
puisque là était apparue la question du sang, donc de la transfusion sanguine, et c'est là que j'ai décidé d'écrire ce gros bouquin sur l'histoire de la transfusion sanguine. Donc là, toujours la perspective historique pour comprendre comment les choses se construisent progressivement. Et comment cela s'articule avec l'idée du principe de précaution? Comment vous saisissez cela en juriste, peut-être? Eh bien, c'est curieux parce que j'ai été amenée à reparcourir un article que j'avais fait avec 3 autres personnes au Crédit Me je crois que ça a été publié en 78 sur le nucléaire, sur les ventes de centrales nucléaires. Donc, toujours, c'était l'idée, on va chercher des contrats. Donc, on est allé chez EDF, Framatome, etc. J'obtiens les contrats, on commence à regarder les contrats et on commence à se rendre compte qu'il y a des clauses assez spécifiques et qu'il y a une façon de construire les centrales nucléaires qui est très spécifique parce que, alors qu'il n'y a pas eu un seul accident au moment, en 78, il n'y a pas d'accident nucléaire. Il y a eu des bombes, ça c'est autre chose. Il y a eu des petits accidents dans les laboratoires, qui ont fait des morts, mais qui sont des petits accidents. Mais il n'y a pas eu Tchernobyl, il n'y a pas eu Fukushima, il n'y a pas eu Three Mile Island. Et on se rend compte que dans les contrats, on peut voir comment on construit un système de contention du risque dans la façon de concevoir la centrale nucléaire. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'une centrale nucléaire, on a besoin d'une cuve qui fait X centimètres de largeur de cuve, eh bien on va en mettre des mètres. On a besoin de tant de béton, on va doubler, tripler la dose de béton. On a besoin de... etc., etc. Donc on a un système de prévision du risque d'explosion et de contention de ce risque. Normalement, rien ne doit sortir. Bon, c'est pour ça que Tchernobyl a été une telle catastrophe, c'est que c'était mal construit et le béton n'a pas tenu. Donc, on se rend compte que dans les contrats, la manière dont les centrales sont construites, on a intériorisé le risque. Et on fait une différence entre le risque certain, donc un certain nombre de choses qui sont connues, et le risque incertain. Et donc quand j'ai relu cet article, je me suis dit, mais on n'a pas le mot principe de précaution, mais le principe de précaution, il est dans le contrat, en fait. Et donc, il y a même une façon de relire les choses antérieures, ce qui fait qu'au moment où on commence à concevoir dans la société internationale le principe de précaution, évidemment, moi je comprends tout de suite. Et du coup, je décide de travailler sur l'émergence de ce principe et la manière dont il va progressivement être intégré à la fois dans les produits médicaux, dans la législation sur les organismes génétiquement modifiés, etc., et devenir un principe général du droit avec la Charte de l'environnement, et même antérieurement avec le droit européen qui l'intègre de manière très précoce. Donc, en réalité, tout ça se construit logiquement. Si vous partez des premiers objets que vous regardez, vous ne pouvez pas ne pas voir tout ce qui est en train de se construire. Et vous le voyez dans les instruments juridiques, que ce soit les contrats, que ce soit la charte de l'environnement, que ce soit... Donc il y a des sources
extrêmement différentes les unes des autres, mais qui concourent toutes à essayer de contenir les effets indésirables du capitalisme technologique tel qu'on le développe depuis la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'en fait, le risque et l'improbable, au fond, étaient au cœur de votre méthode d'analyse du contrat dès le début. En fait, il s'agissait de confronter ce qui avait été écrit avec ce qui allait réellement se passer, Oui, ce qui avait été promis avec ce qui allait réellement être oui, donné. C'était déjà au cœur en fait, des préoccupations du crédit, pas sous le terme de la précaution ou non, même du risque, mais de la réalité et de l'avenir du contrat. c'est ça, on le voyait dans le contrat, ce qui permet après de comprendre comment, dans les instruments plus étatiques, disons, que le contrat, on retrouve les mêmes objectifs, mais à un niveau collectif et pas à un niveau interindividuel. Et pourquoi, à votre avis, ce principe il sort du contrat pour être intégré dans des instruments nationaux ou internationaux? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il sort du contrat, je pense que l'expression est trop forte. On le voit dans certains contrats liés à certaines technologies, mais les autorités étatiques vont s'en saisir quand un certain nombre d'objets dont on commence à comprendre les risques se multiplient et il faut bien les réguler, ces objets. Donc, c'est par la régulation que, en réalité, les autorités étatiques, elles ne voient pas du tout qu'il y avait ça dans des contrats. Elles raisonnent autrement. Elles raisonnent d'en haut, elles ne raisonnent pas dans interindividuel. Mais je pense que quand vous avez la législation sur les OGM qui se met en place dans le monde, il y a une espèce de mantra. Les autorités disent on ne va pas recommencer les erreurs du nucléaire. Pourquoi? Parce que se trouvait devant un nucléaire qui s'était autoconstruit comme ça, avec de fortes oppositions, avec des manifestations, il y a eu des morts, etc., etc. Et donc, on ne va pas recommencer les erreurs du nucléaire. On va être beaucoup plus démocrate. On va prendre ça tout de suite par une législation d'emblée européenne, etc., etc. Et on va mettre en tête de la législation sur les OGM, principe de précaution, on ne met aucun OGM sur le marché avant d'avoir fait des évaluations, etc. Donc, les choses se construisent au moment où on conçoit cette législation. On est aussi dans la période SIDA, on est aussi dans la période transfusion sanguine, on est dans... On va être rapidement dans la période où les personnes atteintes de différentes maladies qui donnent des formes de nanisme, on leur met des hormones de croissance et comme on va chercher les hormones de croissance dans les cerveaux n'importe où, on transmet le Creutzfeldt-Jakob, on a la crise de la vache folle, tout ça arrive en même temps. Plus les stocks de poissons qui disparaissent. Puisque je crois que le premier arrêt de la Cour de justice en matière qui parle de précaution, c'est sur des gestions de stocks de poissons. Donc, les choses arrivent un peu toutes en même temps, dans des secteurs très différents, parce que la manière dont un stock s'amenuise et les risques d'une centrale nucléaire et les risques des organismes génétiquement modifiés et la transfusion sanguine et le Creutzfeldt-Jakob, c'est dans des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais c'est la marque d'un modèle de société qui commence à déraper.
à ce modèle de société doit correspondre à un modèle juridique qui réintègre une logique plus probabiliste, une logique... Oui, alors c'est ce que j'essaye de comprendre dans l'expression droit des sciences et des techniques. C'est-à-dire j'évite droit du risque qui est trop restreint pour parler de droit des sciences et des techniques de manière à lier innovation, même si c'est une innovation qui a 2 siècles, hein, innovation et risque. Et ce droit des sciences et des techniques, vous disiez, il est aussi articulé à une nouvelle forme de régulation. Est-ce que... Enfin, Oh, comment cette régulation se passe? Il y a aussi, à un moment, vous parlez de l'émergence de l'expertise, enfin, vous avez tout un travail sur la question de l'expertise scientifique. là apparaissent la question de l'expertise scientifique, la question des alertes. Donc, c'est quasiment impossible de travailler sur les risques si on ne se rend pas compte que dans une société qui entend les contenir, eh bien, on va faire des évaluations des risques, que dans la mesure où ça a été un échec en matière de transfusion sanguine et dans un certain nombre de domaines, on va créer des agences pour que ce soit indépendant à la fois des milieux professionnels, plus ou moins, et de l'État, puisqu'on accuse l'État d'être trop attentif au lobby. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il suffit de voir ce qui se passe avec la FNSEA aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture, je pense qu'il peut devenir le prochain président de la FNSEA, et réciproquement. Donc là, on est retombé, et peut-être pire que ça n'a jamais été le cas, dans un modèle où c'est le milieu professionnel qui, pour l'instant, gouverne l'agriculture. C'est récent, enfin c'est récent. Ça montait depuis quelques années, et là, on est arrivé à quelque chose qui est assez facile à observer. Mais dans toutes les années qui ont précédé, on a essayé au contraire de disjoindre les lobbies des modèles de gouvernance. Donc effectivement, vous avez une loi très bien faite d'ailleurs, sur l'expertise sanitaire, etc., 2011, la loi Ducrot, pas Ducrot, Xavier, hein, Xavier Bertrand, qui pose les principes de l'expertise qui doit être indépendante, pluraliste, etc. Et qui crée ou qui renouvelle les agences et qui pose une claire distinction. Il y a une phase d'expertise qui est totalement libre, qui est totalement dans les mains des scientifiques, etc. Donc on doit éviter tous les conflits d'intérêts. Donc un scientifique qui serait payé même partiellement par l'industrie qu'il est chargé d'évaluer, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose de très solide qui est créé, mais qui est discuté aujourd'hui parce que effectivement, ça crée des lourdeurs, il faut du temps. Et quand on voit que maintenant, dans un certain nombre de domaines, on va au contraire chercher à gagner du temps. Si vous gagnez du temps, vous perdez en expertise, forcément. Donc là, on est en train de revenir en arrière sur toute une phase qui s'était construite à partir, je dirais, des années 70. Et c'est à peu près à cette époque aussi que vous avez été
comment dire, dans ce genre d'institution, je pense au bureau des ressources génétiques. Vous avez travaillé avec Oui. ce bureau-là? Alors, ça, c'est probablement une des premières. Oui, c'est assez tôt, le bureau des ressources génétiques. J'ai perdu la date. Ça, c'était une innovation conçue entre des chercheurs, des semenciers professionnels, hein, des entreprises privées et les ministères pour essayer d'arriver à mieux organiser la conservation des ressources génétiques. Alors c'était surtout végétal et après un peu animal, de manière à conserver des ressources pour l'avenir. Et dans l'ensemble du monde, c'est toute une période à partir des années 70 où on a eu un réseau international public travaillant avec les entreprises qui ont leurs propres ressources génétiques. Vous avez des entreprises semencières qui ont des ressources génétiques qui datent d'il y a 2 siècles, qu'elles ont achetées, prélevées, etc., progressivement. Donc, c'est créé progressivement par la FAO et un certain nombre d'États, un réseau international de ressources génétiques. Et en France, on a décidé, enfin, le ministère a décidé que ça valait la peine de faire un bureau des ressources génétiques entre industriels privés, chercheurs et le ministère de l'Agriculture. Et ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire ça a permis d'organiser territorialement les centres de conservation des ressources génétiques. Alors, avec le secteur privé qui a ses propres ressources génétiques et par exemple près d'ici vous avez le centre de conservation des figuiers. Donc vous avez des centaines de figuiers venant un peu de partout dans le monde. Près de Sète, vous avez l'énorme centre des ressources génétiques de la vigne, où vous avez aussi bien des vignes sauvages d'Afghanistan, qui est le centre d'origine de la vigne en réalité, et des ressources beaucoup plus récentes. Et tout ça est évalué chaque année, vérifié, on vérifie que c'est toujours vivant, on multiplie, etc., etc. Et donc on a le plus grand centre de ressources génétiques de la vigne dans le monde. Et c'était quoi votre activité à vous dans ce bureau-là? Qu'est-ce qu'on vous demandait? Bah, c'était de voir comment on pouvait l'organiser juridiquement, qui avait accès, comment. Moi, j'ai plus l'impression d'avoir profité, si j'ose dire, de la compétence des scientifiques et des industriels qui étaient là, que de leur avoir servi à grand-chose. Je peux me tromper, mais je pense que j'en ai tiré beaucoup plus que réciproquement. Le droit était quand même assez marginal dans ce secteur. Et vous-même, pour le coup, dans une autre optique, mais vous intervenez dans le rapport sur le principe de précaution. Oui. Vous travaillez plus en tant que quasiment experte, mais sur justement la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Oui. Oui, parce que je pense que ce rapport a été bien conçu par Geneviève Vinet et Koulski, puisqu'il y a eu un rapport global, mais qui s'est fondé sur une série d'études de cas, dont les OGM et la maladie de la vache folle.
Alors c'était toujours piloté par deux personnes, un scientifique, un juriste. Et moi j'ai travaillé avec Dominique Dormand, qui était le grand spécialiste des prions au CEA en réalité. Donc là, vous n'abandonnez pas cette méthode en fait qui vous suit tout le temps d'être en lien avec, alors, soit avec le scientifique, soit le Oui, travail scientifique et l'étude de cas. oui, oui. Alors là, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Il se trouve que j'étais assez à l'aise avec cette technique, puisque j'avais toujours travaillé comme ça. Mais enfin, la technique, cette technique dans ce rapport-là, elle a été pensée par Kurilski-Vinet.